les oiseaux sont dans leur vraie nature. Donc ils ne se présentent pas à vous, on n'a pas de cage pour les voir de très très près, ce qui fait que du coup, il faut aller un peu à leur découverte. Et les parcours et les installations que les observatoires qu'on a aménagés permettent d'y accéder. Ce qui m'a fait venir ici, c'est tout simplement l'ornithologie. Depuis petit, j'ai toujours aimé observer les oiseaux, et donc j'en ai fait mon métier, donc c'est une chance que j'ai eue. Je suis chargé des suivis ornithologiques et environnementaux, donc je fais des comptages régulièrement sur l'ensemble des étangs du domaine départemental de l'Arbre. Et je fais ça depuis 1992, donc on a une somme de données importante qui nous permet de voir l'évolution des populations de différentes espèces. Alors il y a des espèces particulièrement intéressantes, comme le fuligule minois, c'est un canard plongeur, et cet oiseau va perdre l'usage de voler pendant 1 mois, ce qu'on a appelé la mue. Ces oiseaux savent que sur l'étang de l'Indre, il y a la quiétude et la nourriture. Ils vont venir donc se rassembler pendant cette période d'1 mois où ils complètent les rémiges. Vraiment, ils ne peuvent plus du tout voler. Donc il leur faut des zones de quiétude. Ce sont des oiseaux épivores qui vont se nourrir donc, particulièrement de renoncules, d'algues filamenteuses. Donc ils ont une source de nourriture. Donc ils vont pouvoir passer leur période ingrate là, tranquillement sur le site de l'Inde. Comme on a à la fois des forêts et des prairies, nous allons avoir une biodiversité qui se développe dans les prairies, mais aussi dans les forêts. Alors que si on n'avait que de la forêt, par exemple, ce serait que des animaux forestiers. Donc là, du fait qu'on ait à la fois ça, plus les zones humides, à travers les mares, les marais et puis l'étang en lui-même, du coup, forcément, les espèces sont beaucoup plus importantes et différentes. La grenouille verte, c'est un anour, donc grande famille des amphibiens, famille des anours. En général, on les retrouve au bord de l'eau, elles se font dorer, entre guillemets, au soleil. Donc dès qu'on s'approche souvent des petits points d'eau, elles vont sauter pour aller se cacher dans les algues et dans la vaste. En fait. Là, on voit 2 espèces différentes. Donc le crapaud commun, qui est le plus petit, à gauche, et à droite, vous avez donc une grenouille rousse. Vous entendez, ça c'est le cri de détresse du crapaud. En fait, le crapaud commun et la grenouille rousse s'attrapent mutuellement pour s'accoupler. Et du coup, ils ont des petits cris de détresse pour dire moi je ne suis pas une grenouille rousse ou je ne suis pas un crapaud commun. Bien, je m'appelle Frédéric Ritz, j'ai 56 ans, dont 35 années de bons et loyaux service pour l'Office national des forêts. Je suis donc ce que la plupart des gens appellent un garde forestier, tout simplement. Je m'occupe de sylviculture et d'exploitation forestière, autrement dit de faire pousser les arbres, les jeunes, de m'en occuper, et puis d'exploiter les gros, les vieux et les vents. Donc si vous voulez résumer à sa plus simple expression, ça c'est mon métier. J'ai partie liée, en ce qui me concerne, en tant que forestier, avec le domaine de l'Indre, parce qu'on a une espèce d'éco-complexe ici, qui est à la fois lacustre, agricole, forestier, et qu'en plus on a vraiment un interface étang-forêt, on le voit ici, avec la roselière et puis le dégradé des forêts humides, des saules, des zones, qui arrivent jusqu'à la chênaie-traite. C'est une zone qui est extrêmement importante, très riche de biodiversité, et le cordon de roselière qui est autour de l'étang est absolument indispensable à toutes les espèces apicoles qui sont des spécialistes de ces milieux-là. À partir du XIe siècle à peu près, à l'instigation des communautés monastiques, la plupart du temps, il y a beaucoup de ce qui était des marécages, qui n'étaient pas tellement intéressants pour les populations locales, qui pratiquaient l'agriculture vivrière, etc. Ce qui était marécageux, on noyait
la moitié de l'année, mais pas vraiment, etc. Ça n'intéressait pas grand monde. Et donc, l'endiguement de ces zones-là a créé des surfaces en eau qui sont devenues des réserves de protéines, des carpicultures. C'était pour la nourriture des locaux, tout simplement. On sait que le poisson est essentiel en termes d'alimentation humaine et on est en train de découvrir ou de redécouvrir que les systèmes intensifs, certes, permettent de nourrir les populations, mais pas forcément systématiquement de façon qualitative. On a à la fois besoin d'utiliser la nature pour son autoproduction, c'est ce qu'on fait ici, et besoin d'intensifier pour pouvoir nourrir toute la population. Et clairement, on voit dans toutes les études qui sont menées depuis plus de 40 ans que l'avenir de la consommation de poissons, donc d'aliments de qualité et essentiels pour l'alimentation humaine, c'est l'aquaculture extensive telle qu'elle est pratiquée depuis 7 siècles dans des sites comme celui des étangs départementaux de l'Arve.